Elle a raillé, mon ex est 10 fois plus un homme que toi. Je suis simplement sorti. Plus tard cette nuit-là, sa sœur m'a attrapé alors que je quittais le bar d'un hôtel. J'ai vu avec qui tu étais à l'instant, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés de peur. S'il te plaît. Quoi que ce soit. Ne le fais pas. Tu sais, mon ex était 10 fois l'homme que tu ne seras jamais. Cette phrase, à moitié ri, à moitié bredouillée, a flotté à travers la table de la salle à manger comme une bombe à retardement lancée sans soin. Son verre de vin a cliqueté doucement contre l'assiette, un sourire satisfait sur son visage comme si elle venait de livrer une vérité fracassante et attendait des applaudissements. Je n'ai pas répondu, pas même un tressaillement. J'ai juste posé ma fourchette lentement, délibérément, puis je me suis levé, j'ai marché vers le couloir, j'ai enfilé mon manteau et j'ai attrapé mes clés. Pas de lancer d'assiette, pas de dispute à grands cris, pas de porte claquée, juste le son de mes bottes cliquant contre le sol alors que je laissais derrière moi les débris des 6 dernières années dans un silence total. Je ne pense pas qu'elle ait même levé les yeux. Peut-être pensait-elle que j'allais au magasin. Peut-être pensait-elle que je boudais, conduisant autour du pâté de maison comme un chiot renvoyé, attendant qu'elle me laisse rentrer. C'était son scénario habituel. Elle comptait toujours sur cette dernière carte, le chantage affectif. Le silence qu'elle maniait comme un marteau après ses tempêtes verbales. Le long soupir, les insultes marmonnées sous son souffle en s'éloignant. Elle ne s'attendait jamais au silence réel. Le vrai silence, celui qui signifie que vous avez terminé. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent encore à ce stade, laissez-moi juste dire que si cela vous a frappé au ventre, vous n'êtes pas seul. Cela nous fait savoir que ces histoires comptent. Cela permet à cette équipe de continuer. Revenons à nos moutons. Je ne me suis pas enregistré dans un motel ni écrasé sur le canapé d'un ami. Je suis allé quelque part de spécifique. Un Marriott en centre-ville. Suite, 1422, pas seulement une chambre, un terrain de préparation. J'avais déjà pensé à cela auparavant. Pas l'insulte. Mon Dieu, non. Cette attaque surprise est sortie fraîchement de sa bouche imbibée de alcool comme une gifle faite d'acide. Mais la possibilité, l'éventualité. Je savais depuis un moment que nous étions lentement enterrés sous des couches de mépris passif. Il a juste fallu cette seule phrase pour gratter les dernières pelletées de terre. Son ex, celui avec qui elle était si heureuse de me comparer, avait déménagé à Austin il y a des années. Un type de l'immobilier, un grand dépensier, qui se vantait de ses Tesla et de ses participations. Il l'a aussi trompé à plusieurs reprises. Lui a menti en face. Avait un deuxième téléphone. Je le savais non pas parce qu'elle me l'avait dit. Elle ne dit jamais la vérité sur son passé, mais parce que je l'ai entendu de quelqu'un de bien plus honnête, quelqu'un que j'ai rencontré accidentellement à une conférence à Denver 2 ans auparavant. Elle s'appelait Victoria. Et Victoria n'était pas seulement une conférencière. Elle était sa femme maintenant. Je n'en avais aucune idée à l'époque. Elle a mentionné son nom, Brent, et je l'ai classé dans un coin de mon esprit. Plus tard dans la soirée, je l'ai revue au bar de l'hôtel et nous avons parlé. Pas flirté, parlé. Elle a mentionné avoir épousé une cause perdue avec un complexe de Dieu et ça a fait tilt. Nous avons ri non pas de lui, mais de nous-mêmes, d'être les personnes qui nettoient les dégâts des autres. Je lui ai dit que j'étais dans la cybersécurité. Elle m'a dit qu'elle était avocate en divorce, pas n'importe quelle avocate, une spécialiste, protection de patrimoine, architecture postnuptiale, bouclier de confidentialité, technique d'isolement financier. Le genre de personne qu'un gestionnaire de fonds spéculatifs engage avant de se faire prendre la main dans le sac. Nous n'avons pas échangé nos numéros, mais nous nous sommes souvenus l'un de l'autre. Alors, quand j'ai quitté cette table de dîner et que j'ai entendu sa voix dans ma tête, souriante, vineuse, me jetant cet homme au visage, je n'ai pas pensé à lui. J'ai pensé à elle. Je me suis garé à une station-service, je me suis assis dans la voiture et j'ai parcouru mes anciens courriels. Enfoui au plus profond d'une boîte de réception oubliée liée à ma société à responsabilité limitée, il y était, un enregistrement de panel transféré de cette conférence de Denver envoyé par elle avec une courte note. Si jamais tu as besoin de te protéger, appelle-moi. Je ne suis pas seulement une avocate. Je suis un plan d'évasion. J'ai souri pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Maintenant, je ne m'échappais pas. Je me repositionnais. Au Marriott,
j'ai utilisé une carte de débit jetable d'une de mes entreprises secondaires. Aucune trace numérique ne la reliant à moi. Je me suis enregistré en utilisant le nom d'un ancien colocataire d'université décédé il y a 5 ans. Le réceptionniste n'a même pas sourcillé. Je suis entré dans la chambre, j'ai enlevé mon manteau et je me suis assis. Pas de lumière, pas de télévision, juste les lumières de la ville filtrant à travers les stores et le doux bourdonnement de la distance entre moi et la vie dont je ne faisais plus semblant de faire partie. Mon téléphone a vibré. Pas elle. Jamais elle. Elle était trop fière pour appeler. Non, c'était quelqu'un d'autre. Victoria. Texte seulement. Pas de bavardage. Si tu es prêt, je peux te rencontrer au bar dans 20 minutes. J'ai déjà sorti ses rapports de crédit. Je n'ai pas demandé comment elle savait. Elle savait toujours. J'ai enfilé un blazer sombre, j'ai descendu le couloir et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Je pouvais déjà sentir le parfum avant de la voir. Propre, chère, sans complexe dominant. Elle était assise seule à une petite table près du mur du fond, un dossier ouvert, un verre de quelque chose de pur à côté d'elle. Elle n'a pas souri quand je me suis assis. Au lieu de cela, elle a glissé le dossier vers moi. À l'intérieur, des cartes d'actifs, une ébauche de demande de divorce, 3 lettres adressées à différentes banques demandant le gel des comptes joints pour suspicion de fausses déclarations financières. Puis elle a levé les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne veux pas la ruiner. Je veux la désarmer. Quand ce sera terminé, il ne lui restera plus rien à utiliser comme arme. Et quelque part à ce moment-là, quelque chose en moi a finalement cliqué. Pas la rage, pas la vengeance, la précision. Elle était assise le dos au piano, les yeux balayant nonchalamment la pièce comme quelqu'un habitué aux menaces, mais qui n'en était plus ému. Même la façon dont elle tenait son verre, la main gauche lâche autour de la base, l'index tapotant le bord, semblait calculée, pas décontractée, contrôlée. Ce n'était pas n'importe quelle femme assise seule dans un bar. C'était quelqu'un qui avait enterré des réputations sous des clauses de confidentialité et s'était éloigné sans un pli sur son chemisier. J'ai pris le siège en face d'elle. Pas de salutation, pas de fausse chaleur. Elle a glissé un dossier manie sur la table basse en marbre. Pas de mots, juste un regard, calme et mesuré. Je l'ai ouvert. Première feuille, une ébauche de demande de divorce, citant une fausse déclaration stratégique de mariage, peu importe ce que cela signifiait. Les pages suivantes étaient bien pires. Des relevés bancaires que je n'avais pas vus depuis des mois. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà récupéré ceux que ma femme avait insisté pour garder privés, les comptes au cas où liés à une entreprise à laquelle je n'ai jamais entièrement fait confiance. Enterrés sous des sociétés à responsabilité limitée enregistrées en Arizona, rien de moins. Créatif et illégal, si fait négligemment, ce que bien sûr ma femme avait fait. Suivait des diagrammes à code couleur, des pistes de fonds, des transferts d'argent, des retraits, et même des achats dans des boutiques haut de gamme. Un sac à main qu'elle prétendait être un cadeau d'un client, payé sur notre fonds de voyage commun, un week-end au spa avec sa sœur, réservé sous une retraite factice pour le trauma bonding qui n'avait curieusement aucun reçu et une charge très réelle sur notre carte commune. Ceci est votre fondation, a dit Victoria, sa voix comme du velours sur un scalpel. Nous n'agirons pas encore. Nous attendons. Ensuite, nous pousserons le premier domino. J'ai levé les yeux vers elle. Pourquoi m'aider? Elle n'a pas scié. Parce qu'elle a ri quand elle a trompé. J'ai reconnu le schéma. J'avais l'habitude de dormir à côté de ça. C'était ça. Elle n'avait pas besoin de dire son nom. Brent, son mari, l'ex-si viril de ma femme. Celui qu'elle a eu l'audace de mentionner autour d'un filet de porc comme si c'était une conversation de dîner normal. Celui qui avait l'habitude de faire défiler des femmes dans son appartement quand elle n'était pas en ville. Celui qui l'a une fois bloqué de leur compte joint la veille de l'échéance de son loyer, puis lui a envoyé un texto qui disait « Je parie que ton nouveau petit ami ne peut pas arranger ça. » J'ai fermé le dossier et me suis penché en arrière. « Que veux-tu en retour ?» Elle a incliné la tête. « Rien de toi, mais je veux qu'elle ressente le poids de vraies conséquences. » Pas de cris, pas de pleurs, le silence, l'isolement, la suspension financière, la suffocation stratégique. Nous ne la détruisons pas au tribunal. Nous la démantelons avant même qu'elle n'y mette les pieds. Un serveur est passé.
Je n'ai rien commandé. Elle a commandé de l'eau mais n'y a pas touché. Le serveur est parti, et elle a sorti un autre document de son sac en cuir. C'était une liste de noms. Mes yeux l'ont parcouru rapidement, reconnaissant 2 amis communs, son ancien instructeur de pilates et un agent immobilier avec qui elle jurait ne pas avoir parlé depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Des témoins, a-t-elle dit. Des gens qui me doivent des faveurs ou des gens à qui elle doit des excuses. De toute façon, ils coopéreront. Je ne veux pas l'humilier, ai-je dit, sans y croire totalement. Victoria a esquissé le plus léger des sourires. Tu n'as pas à le faire. Contente-toi de t'écarter et de laisser ses propres décisions le faire pour toi. Le dossier contenait également un calendrier détaillé jusqu'au jour près de la façon dont les 8 prochaines semaines se dérouleraient. Du moment où j'ai disparu au gel de compte jusqu'à la citation à comparaître pour les notes de son thérapeute privé si elle essayait d'utiliser la santé mentale comme une arme dans le divorce, ce que, selon les schémas, Victoria était presque certaine qu'elle ferait. Même le courriel préécrit et sûr pour les relations publiques à envoyer aux amis communs. Calme, clinique, professionnel. J'ai refermé le dossier. Combien de tout cela avais-tu déjà avant que je ne t'envoie un texto? Elle a ri une fois. Court. Je l'observe depuis 2 ans. Depuis qu'elle a essayé de recontacter Brent le jour de notre anniversaire. Mon estomac s'est noué. Tu penses qu'elle ne savait pas que nous étions mariés, a-t-elle demandé, sirotant maintenant son eau. Elle savait. Elle ne s'en souciait juste pas. Elle est imprudente, paresseuse, et elle a supposé que je ne remarquerais pas une femme aussi ordinaire. C'est sa faille fatale. Elle pense qu'elle est spéciale parce qu'on lui a toujours accordé le bénéfice du doute. Je me suis frotté l'arête du nez, traitant tout cela. Tu es terrifiante. Tu le sais ça? Elle a haussé les épaules. C'est ce que mon ex a dit juste avant que je ne prenne la Mercedes, l'appartement et sa cabane de week-end à Tao sans dire un mot au tribunal. Elle s'est levée, rassemblant le dossier et le glissant de nouveau dans son sac. Fais-moi savoir quand tu veux initier la phase 2. D'ici là, profite du silence. Puis elle s'est retournée et est sortie, ne laissant derrière elle que son verre d'eau et la faible odeur de pouvoir déguisé en parfum. Je suis resté assis là pendant un moment, entouré de musique, de rires, de verres qui tintent. Tout cela semblait à un monde de distance. Par la fenêtre, je pouvais voir des gens sortir en titubant d'une fête d'entreprise, ivres, vivants, inconscients. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais ni triste, ni en colère, ni confus. J'étais préparé. Les portes vitrées coulissantes de l'hôtel ont émis un léger sifflement alors que je sortais dans la nuit humide, du genre qui colle à la peau comme un regret. J'étais à mi-chemin des larges marches de marbre, entendant encore la voix de Victoria dans ma tête. Calme, chirurgicale, glaçante, quand j'ai entendu le clic de talons derrière moi, rapide, inégaux. Attends, attends. Je me suis tourné juste un peu, assez pour confirmer ce que mon instinct savait déjà. Elle était là, sa sœur cadette, Tessa. Tessa, celle qui avait l'habitude de plaisanter sur le fait que nous étions un couple amusant, que nous nous équilibrions. Tessa, qui restait toujours à quelques pas en arrière quand les insultes commençaient à fuser au dîner de famille. Tessa, qui m'avait une fois pris à part dans le couloir après une fête de fin d'année et m'avait dit tranquillement, « Tu mérites mieux, mais je sais que tu ne partiras pas, alors reste juste sain d'esprit. » Elle avait changé depuis. Le rire pétillant n'était pas là ce soir. Pas de performance, pas de téléphone à la main comme si elle en avait besoin pour se protéger des vraies émotions. Juste des yeux grands ouverts, des épaules nues, et un regard sur son visage comme si elle venait de voir un fantôme surgir de son pire scénario. Elle n'a pas dit mon nom. Elle a juste regardé par-dessus mon épaule les portes d'où je venais de sortir. C'était, elle a dégluti. C'était Victoria, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Elle s'est rapprochée d'un pas. Ses talons claquaient contre le marbre à un rythme qui semblait beaucoup trop rapide pour quelqu'un qui essayait de paraître décontracté. Je sais qui elle est, a chuchoté Tessa, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si quelqu'un pouvait nous enregistrer. Pourquoi serait-elle ici avec toi? Toujours, je n'ai rien dit. Ses yeux se sont portés sur la poche de mon manteau où le bord du dossier était à peine visible. J'avais l'intention de le rentrer plus profondément. Peu importait maintenant. Elle s'est encore rapprochée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu connais ma sœur. Elle dit des bêtises quand elle boit. Elle ne le pense pas.
La moitié du temps, elle ne se souvient même pas de ce qu'elle dit. Je l'ai finalement regardée alors. Pas cruellement, juste comme un étranger essayant de placer un visage familier dans un rêve qui l'a dépassé. La voix de Tessa est tombée à un murmure tendu. Elle n'est pas prête pour quelqu'un comme Victoria. Personne ne l'est. Cette femme? Elle a démantelé un juge. Un juge? Mon ancien patron ne prononce toujours pas son nom à voix haute. Un klaxon de voiture a retenti de l'autre côté de la rue. Quelque part, un groupe de touristes applaudissait pour quelque chose d'insignifiant. Mais Tessa continuait de me fixer, tremblant légèrement maintenant. Elle a tendu la main comme si elle allait toucher mon bras, puis s'est ravisée. Elle ne sait pas dans quoi elle s'engage, a-t-elle répété. Tu n'es pas obligé de passer au nucléaire. Tu peux encore revenir en arrière. C'était le moment, juste là. Parce que si elle avait dit, tu peux encore arranger ça, j'aurais peut-être tressailli. J'aurais peut-être considéré la lueur de culpabilité que je faisais encore semblant de ne pas ressentir. Mais elle n'a pas dit arranger. Elle a dit, revenir en arrière. Comme si tout cela était une performance. Comme si tout le mariage avait été un simple accident de parcours sur les réseaux sociaux que je pouvais supprimer avant que trop de gens ne le voient. C'est là que j'ai réalisé que Tessa n'était pas seulement inquiète pour sa sœur. Elle était terrifiée pour eux tous parce qu'elle avait déjà vu Victoria. Elle savait ce que cela signifiait quand Victoria se montrait. Dossier en main, yeux secs, stratégie déjà 3 coups en avance. Ce n'était pas un avocat que l'on engageait. C'était une détonation contrôlée que l'on déclenchait. Je suis passé devant elle sans un mot. Elle m'a suivi sur quelques mètres, les talons claquant frénétiquement, le souffle court comme si elle hésitait à me crier dessus au milieu de l'entrée d'un hôtel de luxe. Elle ne l'a pas fait. J'ai atteint le trottoir. Derrière moi, je pouvais encore entendre sa respiration, haletante, désespérée. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à marcher vers le parking, le dossier sous mon bras comme une arme chargée que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde sentirait bientôt. « Dis-moi que tu n'es pas sérieux » a-t-elle finalement crié après moi. Mais sa voix s'est brisée à la fin comme si elle connaissait déjà la réponse. J'ai continué à marcher. Laissons-la le dire à ma femme. Laissons la panique commencer tôt. Laissons-la se propager. Elle a appelé le lundi, 2 fois. La première fois en milieu de matinée, s'attendant probablement à ce que je sois au travail, toujours en train de bouder, de lécher mes blessures comme un bon petit mari décevant et obéissant. La deuxième fois était plus proche de l'heure du déjeuner. J'ai ignoré les deux, laissant sa voix glisser dans le purgatoire de la messagerie vocale. Je l'imaginais faisant les 100 pas dans la cuisine, jetant un coup d'œil à l'horloge, se demandant si je prolongeais cela pour faire de l'effet, supposant probablement que je reviendrais en rampant avec des fleurs et des excuses, peut-être une phrase répétée sur le besoin d'espace. Elle a toujours pensé qu'elle contrôlait le tempo. Mardi, elle a envoyé un texto, « Pouvons-nous parler comme des adultes ?» Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à regarder le coursier vérifier son presse-papier et entrer dans l'ascenseur du bâtiment où elle travaillait, une boîte de verre de 27 étages en ville, pleine de designers, de représentants de marques et d'égos gonflés se faisant passer pour des créatifs humbles. Elle était en pleine présentation lorsque la réceptionniste a sonné à son étage. Le coursier n'a pas sourcillé lorsqu'elle a soupiré de manière dramatique et a signé pour l'enveloppe comme si on lui remettait des contraventions de stationnement. Puis elle l'a ouverte. Les premières demandes de divorce, formelles, froides, dépourvues de drame, non manuscrites, non émotionnelles, même pas en colère, juste organisées. Elle n'a même pas pris la peine de cacher sa réaction. Un de ses collègues l'a décrite plus tard comme un rire reniflé. C'est ce qu'il fait maintenant, avait-elle dit à voix haute, agitant les pages. Déposer des papiers parce qu'il ne pouvait pas supporter une blague. La pièce a gloussé avec elle jusqu'à ce qu'elle voie le nom de l'avocat représentant. En bas de la page 2, section 5, Victoria Calderon. Elle a cligné des yeux une fois, puis 2 fois. Son sourire a vacillé. Quelques personnes l'ont remarqué. Un collègue s'est penché et a dit, « Attends, ce nom me dit quelque chose. » Elle a balayé cela d'un geste. C'est commun. Elle a menti, mais ses yeux parcouraient déjà à nouveau l'impression. Elle a relu le nom, l'a dit à voix haute cette fois. Calderon. Puis quelque chose a changé. Une lueur de mémoire. Une histoire qu'elle avait entendue.
quelque chose à propos d'un cabinet d'avocats à Austin. Une affaire il y a des années, des titres de journaux ou des chuchotements? Elle n'était pas sûre. Ses doigts sont allés sur son téléphone, ont cherché le nom sur Google. Premier résultat, Victoria Calderon, l'architecte du divorce des ultra-riches. Deuxième, la femme qui a fait disparaître financièrement un sénateur, et sa femme l'en a remercié. Troisième, pourquoi les PDG craignent Victoria Calderon plus que leur maîtresse? Son écran s'est figé une seconde à cause de toutes les traces de doigts. Ou peut-être à cause de la panique, elle l'a essuyé contre son chemisier. A fait défiler à nouveau. Quatrième résultat, un podcast. Séparation chirurgicale. La méthode Victoria Calderon. Elle a cliqué. A écouté. Juste 30 secondes. Vous ne gagnez pas en criant. Vous gagnez par le silence. Vous les laissez vous sous-estimer. Et puis vous leur enlevez tout ce qu'ils apprécient, légalement, de façon permanente, et sans élever la voix. Elle a arrêté la lecture. Sa main tremblait légèrement. Ce n'était pas un avocat local. Ce n'était même pas un cabinet régional. C'était la même Victoria qui a une fois acculé un chef célèbre au tribunal si complètement qu'il a renoncé à la garde de 3 restaurants juste pour éviter le contre-interrogatoire. La même qui a déposé 16 injonctions en une journée dans 5 États pour bloquer des actifs en moins de temps qu'il n'en faut pour voler entre eux. Et elle me représentait maintenant. Elle a relu les papiers, ne riant plus maintenant. Chaque paragraphe semblait soudainement chargé, armé. Ses propres mots à mon sujet, sûr, ennuyeux, ne partira jamais. Ils sonnaient comme des alarmes dans sa tête. La date de dépôt était antidatée de 2 jours. Elle n'avait même pas remarqué mon absence assez longtemps pour battre le délai. Elle s'est levée de la table et s'est excusée, essayant de rire à nouveau. Je dois appeler mon idiot de mari. Ses collègues ont gloussé, mais l'une d'entre elles, Donna, l'a regardé partir. Tranquillement, pensivement, Donna avait été stagiaire dans un cabinet ADC. Elle connaissait ce nom, et elle ne riait pas. Jeudi matin, elle a essayé d'acheter un café à son endroit habituel, un petit endroit prétentieux qui sert de l'espresso dans des bocaux maçonnes et vous fait vous sentir coupable d'utiliser de la crème. Le barista a passé sa carte 2 fois, puis l'a brandi comme si c'était un reçu pourri. Désolé, ça ne passe pas. Elle a cligné des yeux. C'est impossible. Réessayez. Un autre bip. Une autre erreur. Elle a sorti son téléphone et a vérifié son application bancaire, forçant toujours un sourire comme si c'était juste un bug. La connexion a fonctionné, mais les chiffres non. Son compte courant, autrefois proche de 5 chiffres, affichait maintenant 182,14 $. Son épargne indiquait une retenue en attente. Elle a rafraîchi l'écran, toujours là, toujours vide. Elle a laissé le bocal maçonne intact et s'est dirigée d'un pas rapide vers sa voiture, les talons claquant comme des tambours de guerre. 2 minutes plus tard, elle était au téléphone avec son avocat, un type nommé Jeff. Milieu de la quarantaine, bronzage de golf, poignée de main ferme, mais pas de véritable instinct de tueur. Elle l'avait engagé pour son accessibilité, ce qui signifiait qu'il lui disait toujours ce qu'elle voulait entendre. Pas aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui se passe, a-t-elle aboyé au moment où il a décroché. Mes comptes sont gelés. Ma carte vient d'être refusée en public. En public, Jeff? Elle s'attendait à de la sympathie. Ce qu'elle a obtenu, c'est de l'hésitation. Et puis quelque chose de pire. Un bégaiement. D'accord. J'allais justement vous appeler. Nous avons reçu quelque chose d'inhabituel ce matin de la part de l'avocat adverse. C'est une motion pour un examen médico-légal complet de tous les actifs matrimoniaux et prénuptiaux. Elle a été déposée avec ce que je ne peux décrire que comme de la vitesse. Elle a froncé les sourcils. De la vitesse. De la vitesse. Comme dans, elle a déjà obtenu des audits de tiers. Elle a signalé 6 comptes dont je ne connaissais même pas l'existence. Elle a également soumis l'historique des transactions de 2 cartes de crédit qui n'étaient pas divulguées sur votre formulaire d'admission initiale. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. C'étaient les miennes, dit-elle lentement. Personnel d'avant. C'est hors limite, n'est-ce pas? Jeff n'a pas répondu immédiatement. Puis est venu le soupir. Pas s'ils ont été utilisés pendant le mariage.
Surtout pas si des fonds matrimoniaux y ont touché. Quoi? Non. Non. C'est ridicule. Cette carte était pour des chaussures. Mes propres affaires. Jeff s'est éclairci la gorge. Il y a eu une charge Louis Vuitton il y a 5 mois correspondant à un retrait par débit du compte joint 2 jours plus tôt. C'est un problème. Des chaussures, a-t-elle lancé, la voix s'élevant. Nous parlons de chaussures. Non, dit-il sèchement. Maintenant, nous parlons de fonds commêlés et d'intentions. Et je dois être honnête avec vous. La femme qui représente votre mari est. Elle est bonne. Très bonne. Le genre de bonne qui fait lever les sourcils des juges et qui pousse d'autres avocats à prendre une retraite anticipée. Quelque chose dans sa poitrine est tombé. Vous la connaissez? Oh, tout le monde la connaît, dit Jeff, sonnant soudainement beaucoup plus comme un assistant juridique qu'un avocat plaidant. Elle a représenté un crypto-milliardaire qui s'est marié à Bali et a divorcé dans 6 pays. Elle a liquidé 14 sociétés écrans en 2 semaines sans que personne ne puisse retracer les dépôts. Son surnom est la veuve noire de Westlake. Elle a serré plus fort le volant. Vous exagérez. Vraiment, dit-il maintenant plus doucement. Parce qu'elle est aussi la femme de Brent Maddox. Cela a tout arrêté. Son cœur a littéralement sauté un battement. Brent. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis près de 3 ans. Pas depuis qu'elle avait essayé de le recontacter après une dispute. La nuit où j'ai dormi sur le canapé et où elle a prétendu que je n'étais plus un homme. Sa voix est devenue sèche. Cette Victoria. Oui, cette Victoria. Et soudain, tout s'est connecté. Le regard étrange sur le visage de sa sœur. Le ton de la voix de son amie Donna. La manière froide et sans effusion de sang dont les documents étaient rédigés. Pas rancunier, pas réactif, juste minutieux, stratégique. Elle ne se battait pas contre moi. Elle était face à elle. Et son esprit intelligent, suffisant, manipulateur, ne pouvait même pas traiter le changement parce que ce n'était plus une question de gagner un combat. C'était un rééquilibrage complet du pouvoir. Plus de levier de culpabilité. Plus de « tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux ». Plus de « je contrôle l'histoire ». Victoria avait maintenant le récit. Et Victoria ne faisait pas dans le drame. Elle faisait des dégâts. Elle a entendu la sonnette de la cuisine et n'a pas pris la peine de s'essuyer les mains. Laissez l'huile d'olive couler. Laissez la cuisinière brûler. C'était probablement encore le livreur, laissant d'autres lettres recommandées qu'elle n'ouvrirait pas. Mais quand elle a ouvert la porte d'un coup sec, ce n'était pas un étranger avec un presse-papier. C'était Tessa. Et Tessa avait l'air d'avoir conduit jusqu'ici en 5e vitesse tout le long, les cheveux attachés en arrière d'une manière qui ressemblait plus au stress qu'au style. Le sac serré fermement sous un bras, les yeux pleins de quelque chose à mi-chemin entre l'accusation et la supplication. Oh, pour l'amour de Dieu, vous deux, grognatait-elle, se retournant vers la cuisine sans même l'inviter à entrer. Puis-je s'il vous plaît passer une journée sans que tout le monde agisse comme si j'avais fait un crime? Tessa est entrée quand même. Je me fiche de ce que tu as fait, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Je me soucie de ce qui va t'arriver. La femme a ricané. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pleurer jusqu'à s'endormir sur un matelas de location. Appeler sa mère. Quoi? Elle a attrapé une serviette, a commencé à s'essuyer les mains, puis s'est figée quand Tessa a laissé tomber une enveloppe épaisse sur l'îlot de la cuisine. Ouvre-la. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a juste regardé fixement. Tessa n'a pas sourcillé. Ouvre-la. Avec un soupir dramatique, elle a déchiré le dessus, s'attendant à moitié à plus de courriers juridiques indésirables. Au lieu de cela, une liste de comptes s'est déversée, joints, individuels, même un qu'elle avait ouvert à son nom de jeune fille l'année dernière. Chacun d'eux marqué de dates, de surlignages rouges et de motions jointes. Qu'est-ce que c'est que ça? Le traçage d'actifs, a dit Tessa. C'est ce que font les vrais avocats quand ils ne perdent pas de temps à se pavaner au tribunal. Victoria a déjà déposé des privilèges préventifs sur la propriété maritale et a demandé un examen médico-légal de tout ce que tu as touché au cours des 3 dernières années. Son rire était creux. Ce n'est même pas légal. C'est excessif. Le visage de Tessa s'est durci. Non, ça, c'est Victoria qui joue gentiment. Pour l'instant.
Il y a eu un long silence, rompu seulement par le doux sifflement de quelque chose qui commençait à brûler sur la cuisinière. La femme l'a ignoré. Au lieu de cela, elle a pointé le dossier. Il ne va pas aller jusqu'au bout avec ça. Il n'a jamais été jusqu'au bout de quoi que ce soit dans sa vie. Il se met en colère, bout des cèdres. Tessa a fait un pas en avant. Et peut-être que c'est ce qu'il a toujours fait jusqu'à ce que tu le pousses trop loin. Jusqu'à ce que tu fasses la seule erreur que même tes manipulations ne pouvaient pas réparer. La femme a croisé les bras. Quoi? Dire que Brent était meilleur. Tu es sérieuse? Tout le monde dit des choses quand on est en colère. Il savait que je ne le pensais pas. Tessa n'a pas scié. Le savait-il? Un autre silence. Puis plus doucement, Tessa a ajouté, « Pourquoi penses-tu que je l'ai poursuivi à l'extérieur de l'hôtel? Pourquoi penses-tu que je l'ai supplié de ne pas faire ça ?» Cela a attiré son attention. Quoi? Tessa a hoché la tête. Je les ai vus ensemble dans le bar de l'hôtel. Il ne pleurait pas. Il ne buvait pas. Il ne s'effondrait pas. Il planifiait. Elle lui tendait un dossier. Et il hochait la tête comme un homme qui a déjà fait la paix avec ce qu'il est sur le point de faire. Il bluffe, dit-elle presque à elle-même. C'est une tactique d'intimidation. Je le connais. Non, tu le connaissais, a rétorqué Tessa. Tu connaissais la version de lui qui voulait être aimé. La version que tu as ridiculisée jusqu'à ce qu'il oublie même à quoi ressemblait la confiance. Tu ne connais pas cette version. La femme a secoué la tête. Elle ne me ruinera pas. Cette avocate. Elle est juste amère parce que je suis sortie avec son mari. Tu n'es pas sortie avec lui, a dit Tessa. Tu as couché avec lui dans le dos de sa petite amie de l'époque. Dans le dos de Victoria, et maintenant elle n'est pas amère. Elle est motivée. Elle s'est assise lentement comme si la gravité de cette phrase avait finalement atteint sa colonne vertébrale. Tessa a laissé cela s'installer un moment avant de continuer. Tu ne comprends pas. Cette femme ne perd pas. Elle ne s'arrête pas. Le dernier type qui a essayé de la déjouer s'est retrouvé en faillite et banni de sa propre fondation. Elle ne veut pas de vengeance. Elle veut le contrôle. Et une fois qu'elle l'obtient, elle ne le rend pas. La femme a détourné le regard, n'a rien dit. Tu penses que cela peut être arrangé, a ajouté Tessa. Tu as tort. Tu as rendu cela irréversible et tu l'as fait à voix haute. Toujours pas de réponse. Juste le son de l'alarme de la cuisinière qui BIPE. Tessa a soupiré et s'est penchée pour l'éteindre. J'espère que tu as économisé quelque chose, dit-elle doucement. Parce qu'au moment où ce sera fini, tu ne posséderas même plus la cuisine dans laquelle tu te tiens. Puis elle a laissé l'enveloppe, s'est retournée et a franchi la porte. La femme ne l'a pas arrêtée, n'a pas appelé après elle, n'a pas bougé du tout. Elle l'a d'abord remarqué sur la discussion de groupe, celle appelée l'équipe du week-end, vert qui teinte, les mêmes amis qui inondaient son téléphone de plans de brunch, de même de pilates et de flux sans fin de commérages sur les mariages de tout le monde. Maintenant, silence radio. Aucun nouveau message depuis 4 jours. Elle a envoyé une photo. Elle en robe d'été, un verre de vin blanc à la main, avec la légende « Soleil épais, baiser au citron ». Personne n'a répondu, pas même un « j'aime ». Elle a regardé l'écran, confuse, puis a cliqué sur leur nom un par un. Personne n'avait quitté la discussion. Ils ne répondaient tout simplement pas. Elle a fait défiler les anciennes conversations, passant devant les nuits arrosées et les selfies aguicheurs entre filles, les piques passives-agressives envers leur mari, dont certaines qu'elle avait menées. Puis elle a remarqué quelque chose. Quelqu'un avait supprimé un commentaire d'il y a 3 nuits. Un gif qu'elle avait envoyé en plaisantant sur le fait que les hommes étaient jetables. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Elle a ouvert Instagram et a publié une story souvenir. A identifié 3 d'entre eux. Toujours aucune réaction. Puis est venu le moment qui a fait passer son anxiété d'une légère irritation à quelque chose de plus froid, de plus instinctif. Déjeuner avec April. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait que ça allait être. Elles se sont rencontrées dans un endroit qu'elle fréquentait après les cours de bar. Grande fenêtre, saladeur de prix, serveur formé pour prétendre que chaque client était une célébrité. April est arrivé avec 10 minutes de retard, lunettes de soleil sur le nez, a peine dit bonjour. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout.
April s'est assise en face d'elle, mais n'a jamais enlevé ses lunettes. Elle n'a pas commandé de nourriture, juste de l'eau. Elle a commencé doucement. Alors, comment ça va? La femme a forcé un sourire narquois. Apparemment, j'ai épousé l'homme le plus dramatique de la planète. Je fais un commentaire et maintenant il fait son film à l'eau de rose avec ça. April n'a pas ri. Elle a hoché la tête poliment, a siroté son eau, puis a dit sèchement. Tu sais qu'il a engagé Victoria Calderón, n'est-ce pas? Le sourire narquois s'est figé. Qui? April a finalement enlevé ses lunettes de soleil. Allez. Tu sais exactement qui. La veuve noire. Celle qui a transformé une campagne de réélection au Sénat en un scandale de divorce. Celle qui a effacé le poste entier d'un PDG de la technologie au conseil d'administration avec une seule fuite de déposition. Elle a cligné des yeux. Ce ne sont que des ragots de tabloïds. Non, a dit April. Ce sont des résultats. Elle ne fait pas que des divorces. Elle détruit la crédibilité légalement. Un autre silence. April s'est levée pour partir. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, mais officieusement, j'arrêterai de publier si j'étais toi. Tout ce qui est public devient une preuve. C'est sa spécialité. Puis elle est sortie. Pas de câlin, pas de chaleur, juste de la distance. La femme est restée assise là pendant 10 minutes entières, la salade intacte, jusqu'à ce que le serveur retire tranquillement l'assiette sans demander. Cette nuit-là, elle a ouvert ses messages privés. 2 autres amis l'avaient discrètement désabonné. L'un d'eux, Aaron, était la demoiselle d'honneur à son mariage. Même sa cousine l'a retiré d'un tableau Pinterest partagé intitulé « Vacances de rêve ». Au début, elle s'est dit qu'ils avaient juste peur de se retrouver pris au milieu. Que les gens disparaissent toujours quand les affaires juridiques deviennent sérieuses. Qu'ils étaient juste polis. Mais la vérité est venue l'après-midi suivant. Un appel de Brent. Oui, ce Brent, son ex, l'homme qu'elle avait qualifié de 10 fois plus homme que son mari. Il n'appelait jamais. Pas même après qu'elle ait essayé de lui envoyer un message cette nuit-là, ivre et nostalgique. Pas même après que Victoria lui ait envoyé un seul point par texto, puis l'ait bloqué. Mais maintenant il appelait. Elle a répondu. Brent. Sa voix était basse. Gênée. Écoute, je ne veux pas m'impliquer. Alors pourquoi appelles-tu, a-t-elle demandé. Une pause. Parce que j'ai entendu ce que tu as dit de moi à ton mari. Et je pense que tu devrais savoir quelque chose. Elle a ri amèrement. Quoi? Tu vas le défendre maintenant? Non, a dit Brent. Je vais te prévenir. Ne cherche pas d'ennui avec Victoria. Tu ne vas pas gagner ça. Elle n'est pas vindicative. Elle est chirurgicale. Elle n'est pas en colère. Elle est calme. Et c'est là que tu devrais être terrifié. Pourquoi t'en soucies-tu? Je ne m'en soucie pas, a-t-il dit. Mais je l'ai vu se préparer pour le tribunal. Tu n'es pas une personne pour elle en ce moment. Tu es une équation et elle est très, très bonne en soustraction. Il a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis que cela a commencé, elle n'avait pas l'impression d'être celle qui tissait l'histoire. Elle se sentait comme le fil lâche, et quelqu'un avait déjà commencé à tirer. La lettre est arrivée dans une enveloppe ordinaire. Pas de marque, pas d'adresse de retour, juste une étiquette soigneusement imprimée et le poids de l'inévitabilité. Elle l'a ouverte sur le comptoir de la cuisine, s'attendant à plus de jargon judiciaire qu'elle pourrait transférer à Jeff et oublier, mais celle-ci ne ressemblait pas aux autres. Celle-ci avait un ton. Clinique, finale. 2 pages. Pas de fioriture. Elle a lu le premier paragraphe 3 fois avant qu'il ne fasse son effet. Cette lettre sert de notification formelle d'un privilège placé sur la propriété située à adresse. Conformément aux termes de la fiducie Calderón déposée et exécutée avant le mariage, l'autorité complète du contrôle des actifs a été accordée au fiduciaire principal, son nom. Avec effet immédiat. Elle a arrêté de respirer. Fiducie? Quelle fiducie? Elle s'est précipitée vers son ordinateur portable, tapant dans le portail des registres du comté, les doigts tremblants, la boîte de recherche de propriété se moquant d'elle avec son interface obsolète. 5 minutes, 10. Puis elle l'a vu.
Fiducie familiale Calderon, établie en 2017. Des années avant même qu'il ne se marie, et son nom, nulle part, même pas en tant que contingence. Elle a reculé du comptoir comme si l'écran l'avait giflé. Cette nuit-là, sa cote de crédit a chuté de 97 points. Le lendemain matin, son abonnement à la salle de sport a signalé un mode de facturation expiré. À midi, elle a reçu une notification du concessionnaire automobile. Ses papiers de location étaient en cours de révision. Elle a appelé le numéro. L'homme au téléphone était poli, efficace. Nous avons été informés que votre statut de revenu a changé. Votre autorisation secondaire a été révoquée. Vous étiez répertorié comme partie dépendante, pas comme principale. J'habite ici, a-t-elle crié dans le récepteur. Oui, madame, a répondu l'homme. C'est pourquoi nous vous appelons en premier. Clic. Elle n'a pas réalisé qu'elle tenait toujours le téléphone jusqu'à ce qu'il glisse de sa main et heurte le sol. Le lendemain, Jeff, son avocat sans courage et en sueur, s'est présenté en personne. Il s'est assis à l'îlot de la cuisine avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas d'arrogance, pas d'indifférence. Quelque chose de plus proche de la résignation. Ils ont 10 coups d'avance sur nous, a-t-il marmonné en se frottant les tempes. Tu as dit qu'elle ne pouvait pas me toucher. J'ai dit que vous seriez protégé. Je n'ai pas dit qu'elle ne serait pas créative. Ce n'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas du matériel de manuel de faculté de droit. Elle utilise des failles du code des impôts, des déclencheurs prénuptiaux et une combinaison de clauses irrévocables que je n'ai pas vu utiliser ensemble dans la pratique privée. Elle a construit cela comme une trappe, et vous venez de marcher dedans. Elle l'a regardé fixement. Cette maison est à moi, a-t-elle dit doucement maintenant. Il m'a dit que c'était la nôtre. Nous avons peint la chambre d'amis ensemble. Jeff a ouvert un autre dossier. Vous avez signé un acte de renonciation il y a 2 ans pour simplifier le refinancement. Vous vous en souvenez? Elle a cligné des yeux. Il l'a brandi. Il ne l'a jamais annulé. C'est comme ça qu'il a déplacé l'actif dans la fiducie. Vous n'êtes pas seulement enfermé dehors. Vous avez signé la serrure. Ses genoux ont fléchi. Elle est tombée sur la chaise la plus proche, une main sur la bouche, l'autre agrippant le bord de la table comme si elle pouvait s'envoler. Jeff s'est de nouveau éclairci la gorge, plus doucement cette fois. Il y a plus. Elle n'a pas répondu. Le plan de pension que vous partagiez, il a été déplacé dans une structure de retraite privée en vertu d'une clause enfouie dans votre accord fiscal de 2021. Le compte de points de voyage, fermé. Les récompenses de crédit partagé, effacées. Elle a levé les yeux, le regard vide. Comment est-ce même légal? Jeff s'est penché. Parce qu'il n'a pas attendu la tempête. Il a construit l'arche. Elle n'a pas parlé pendant longtemps. Finalement, doucement, presque pour elle-même, elle a dit « Vous ne comprenez pas ». Il était ennuyeux. Je pensais qu'il ne riposterait jamais. Et c'est ce qui l'a brisé. Pas la maison, pas les comptes, pas l'avocat qui se plie comme une chaise de plage dans un ouragan. C'était la prise de conscience qu'elle ne l'avait jamais vraiment vu du tout. Elle s'est moquée de lui. Elle l'a sous-estimé. Elle a écrit tout le scénario et a oublié qu'il avait le pouvoir de réécrire la fin. Maintenant, elle regardait le générique défiler et son nom n'y figurait pas. Juste un long et silencieux fondu au noir. Le paquet était plus petit que ce à quoi elle s'attendait. Pas de logo, pas d'étiquette de transporteur, juste une enveloppe plate et rembourrée glissée entre le courrier indésirable et un dépliant de coupons pour le nettoyage de voitures. Pas d'adresse de retour, pas de nom d'expéditeur, juste son nom tapé, nom manuscrit, sur une étiquette blanche et propre comme si elle avait été préparée des semaines auparavant, peut-être plus longtemps. Elle l'a ouverte sur le comptoir de la cuisine avec les mêmes doigts qui parcouraient les applications de shopping et supprimaient les courriels d'avertissement de sa banque. Maintenant, ses mêmes doigts tremblaient légèrement, hésitant avant de déceler un rabat dont elle savait déjà qu'il ne contiendrait pas de bonnes nouvelles. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une clé USB. Rien d'autre, pas de notes, pas d'instructions, juste le poids indubitable d'un règlement de compte rendu portable. Elle est restée là pendant près de 20 minutes à le regarder fixement comme s'il pouvait exploser. Puis elle a marché lentement, prudemment, vers son ordinateur portable, l'a branché, a attendu le ding familier de reconnaissance. Un seul fichier, sans titre.
Elle a cliqué. L'écran est devenu noir une seconde, puis s'est ouvert sur une image si familière qu'elle lui a noué l'estomac. Sa salle à manger, leur salle à manger, faiblement éclairée comme elle l'avait été cette nuit-là. Des bougies vacillant encore en arrière-plan. Son verre de vin à moitié bu, son corps penché en arrière sur la chaise, les jambes croisées, le sourire narquois sur son visage déjà visible avant même qu'elle ne prononce les mots. Tu sais, mon ex était 10 fois l'homme que tu ne seras jamais. Le même moment exact, enregistré. Elle a cligné des yeux rapidement. Sa main s'est déplacée pour fermer l'écran, mais elle s'est figée lorsque la vidéo a continué plus loin que sa mémoire ne le faisait. Au moins, il me faisait ressentir quelque chose, a dit sa voix, ivre de venin et de performance. Toi. Tu es juste sûr. Prévisible. Tu ne partiras jamais. Je n'ai pas à essayer avec toi. Elle a regardé l'écran, le souffle coupé quelque part entre ses poumons et sa gorge. Puis est venu le silence dans l'enregistrement. Une pause. Elle se souvenait de cette pause. Elle semblait gênante à l'époque, comme si elle était allée trop loin. Et maintenant, elle se déroulait avec une horreur à laquelle elle ne s'était pas attendue car après quelques secondes, sa voix est venue à travers les haut-parleurs. Calme, mesurée, complètement sereine, notée. C'était tout. Juste ce seul mot. Et la façon dont il l'a dit, pas blessé, pas choqué, pas confus, calculé. Elle s'est lentement penchée en arrière, une pression froide s'accumulant à la base de sa colonne vertébrale. La façon dont son nom était étiqueté sur l'enveloppe, l'horodatage sur la vidéo, l'angle, pas depuis son téléphone. Ce n'était pas tenu à la main. C'était une caméra fixe. Il l'avait enregistré exprès, pas comme un homme désespéré espérant obtenir de la sympathie plus tard. Comme preuve. Elle est restée figée pendant longtemps après la fin de la vidéo. Son reflet sur l'écran de l'ordinateur portable la regardait. Pas de maquillage, pas de public, juste son visage, creusé par l'écho de sa propre arrogance. Elle a lentement fermé le couvercle. A essayé de respirer, mais quelque chose ne le lui permettait pas. Pas la trahison, pas l'exposition, la certitude, la réalisation glaçante qu'il ne l'avait pas seulement quitté. Il l'avait démantelé. Pas avec rage, pas avec des cris, avec un seul mot, noté. Parce qu'il savait déjà alors. Il avait déjà commencé. Ce moment, cette nuit, n'était pas le début de sa domination. C'était le jour où il a commencé à écrire sa fin. Et maintenant, elle était déjà publiée. La dernière fois qu'elle l'a vue, ce n'était pas dans leur maison. Pas dans la cuisine où elle répétait ses petits monologues sur la façon dont les vrais hommes agissaient. Pas dans la chambre où elle s'était une fois détournée au milieu d'une dispute, marmonnant quelque chose sur le fait qu'il était trop sensible pour un homme adulte. Non, la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était à l'extérieur d'un palais de justice. En milieu de matinée, un air vif et sans vent. Il était assis sur un banc en béton sous un vieux chêne. La cravate desserrée, les coudes reposant sur ses genoux, calme, pas triomphant, pas suffisant, juste terminé. Elle a failli ne pas le reconnaître. Pas à cause de son apparence. Il n'avait pas beaucoup changé, mais parce qu'il y avait quelque chose qui avait disparu de son visage. Ce désespoir tranquille qui attendait derrière ses yeux chaque fois qu'elle élevait la voix. Ce besoin de réparer ce qu'elle avait cassé. Disparu. Elle serrait le dossier dans ses bras comme un enfant porte des devoirs qu'il sait incomplets. Ses chaussures claquaient trop fort sur le trottoir. Chaque pas sonnait comme des excuses qu'elle n'avait jamais prononcées à voix haute. Il n'a pas levé les yeux. Et a-t-elle offert, petit et faux? Le genre de mot qui avait autrefois du pouvoir sur lui. Maintenant, il flottait simplement dans l'air comme de l'électricité statique. Je ne le pensais pas, a-t-elle dit en se rapprochant. Toujours rien. J'étais ivre. Tu sais que je dis des bêtises quand je suis. Elle s'est arrêtée. Même elle n'y croyait plus. Il est resté immobile, les yeux vers l'avant comme si elle faisait partie du paysage. C'est alors que Victoria est apparue de nulle part comme elle le faisait toujours. Posture parfaite, pas de papier à la main, juste une mince enveloppe blanche scellée avec un cachet de cire, du genre réservé aux successions historiques et aux sociétés de gestion de patrimoine privé. Victoria ne lui a pas parlé. Elle a simplement tendu l'enveloppe comme un verdict. La femme a hésité avant de la prendre, comme si ses doigts pouvaient brûler rien qu'en la touchant. Elle a décollé lentement le seau,
les yeux passant de l'expression illisible de Victoria à l'indifférence de son mari. À l'intérieur, le jugement final de divorce. Signé, exécuté, déposé. Tous les principaux actifs lui ont été attribués, la maison, les actions, les fonds de retraite restants, la séparation des biens appliqués rétroactivement via des mécanismes de fiducie remontant à 6 ans. Clause de non-dénigrement requise sur toutes les plateformes et dans les déclarations en personne. Pénalité pour violation, 6 chiffres par incident. La dernière ligne a frappé plus fort que tout le reste. Exécuté avec le plein consentement. Elle a cligné des yeux devant la phrase. Cela ne signifiait pas seulement qu'il était d'accord avec les termes. Cela signifiait qu'elle l'avait, quelque part enfoui sous la pile de documents qu'elle avait à peine parcouru en souriant narquoisement à son avocat. Elle avait signé. Elle avait consenti à cela. Chaque dernière partie. Il ne l'avait pas piégée. Elle était entrée en se moquant, les bras croisés, et avait acquiescé à sa propre perte. Elle a levé les yeux, la voix plus petite maintenant, brisée. Est-ce que c'est vraiment définitif? Victoria a incliné la tête. C'est définitif depuis un moment. Vous n'aviez juste pas encore rattrapé votre retard. Puis elle s'est tournée vers lui. Je te vois à l'intérieur. Le juge signe l'ordonnance de clôture dans 15 minutes. Elle s'est éloignée, les talons silencieux, chirurgicaux comme toujours. La femme est restée là à le regarder, essayant de trouver la version de lui qu'elle pouvait encore culpabiliser ou provoquer. Cette version avait disparu. Tu ne me détestes même pas, a-t-elle dit doucement. Pas de réponse. Et d'une certaine manière, c'était pire que la haine. La haine vous reconnaissait encore. Ceci. C'était la suppression. Elle s'est tournée pour partir, lentement et tremblante, les enveloppes toujours à la main comme un certificat de décès. Le vent s'est levé derrière elle, a dispersé quelques feuilles sur les marches du palais de justice. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle savait ce qu'elle verrait. Un homme qu'elle n'avait jamais respecté. Assis maintenant sur tout ce qu'elle avait perdu. Et la grâce tranquille d'une femme qui a ruiné sa vie avec élégance.